Jean-Jacques Rousseau de François Châtelet, Réhabilitation d'un philosophe ignoré. Nous savons que Jean-Jacques Rousseau est l'un des auteurs dans l'histoire de la modernité occidentale dont la pensée a connu et connaît jusqu'à nos jours plusieurs tendances interprétatives. Nombreuses de ces interprétations ont laissé de côté la substance réelle ou scientifique des intentions qui animaient le philosophe genevois. C'est à juste titre que Gaëtan de Mullier affirme au sujet de l'œuvre de Rousseau que les déformations que lui ont infligées des lectures partielles, hâtives et inattentives à ces nuances ont souvent entravé sa compréhension. Ce constat de Mullier vient à raison renforcer la thèse que François Châtelet défendait déjà en 1971. En effet, pour Châtelet, les commentateurs de Rousseau auraient cantonné l'œuvre du philosophe du siècle des Lumières dans le seul champ de la littérature romantique, méconnaissant ainsi la teneur philosophique que celle-ci renferme. En un mot, ces interprétations refusent volontairement ou involontairement d'attribuer le statut de philosophe à Jean-Jacques Rousseau et préfèrent le considérer comme un simple peu romantique atteint du délire de la persécution. Dès lors, François Châtelet entreprend, à travers son article « Représentation de Jean-Jacques Rousseau », paru en 1971 dans la revue Communication et Langage, de restituer Rousseau dans le contexte de son œuvre et de son époque. Il entend par là présenter à nouveau le Rousseau d'une grande complexité que certains commentateurs auraient négligé en l'isolant, l'écartant de la pensée philosophico-politique. Cette relecture par Châtelet de l'œuvre de l'auteur du contrat social, faite en 4 étapes, en politique, en sciences, en pédagogie et en civilisation, serait un projet consistant à donner une nouvelle image d'un Rousseau que les historiens, soit de la littérature, ou les historiens au sens pur, auraient mal présenté. Il dit ceci, je le cite, « Voici Jean-Jacques Rousseau tel que nous pouvons essayer de le lire aujourd'hui, le représenter, étrange affaire qui nous met au-delà ou en deçà de l'image peu romantique traditionnelle. » Quelle est alors l'originalité de Châtelet dans sa représentation de Rousseau? Que reproche-t-il concrètement aux interprétations qui ont choisi de ranger uniquement Rousseau dans la tradition romantique? Comment parvient-il à réhabiliter la philosophicité de l'œuvre de Rousseau? À partir de cette interrogation, mon objectif est ici de montrer que la contribution de François Châtelet à la compréhension des textes de Rousseau paraît très pertinente et originale qu'il ne faut pas la laisser passer inaperçue dans une moindre tentative de voir saisir la portée contemporaine et même prophétique de l'œuvre de cet auteur incontournable de la pensée occidentale moderne. C'est aussi une manière de montrer comment Châtelet a su réinsérer dans l'histoire de la philosophie moderne un philosophe que l'identité aurait été méconnue, incomprise, voire ignorée. Ainsi, en nous appuyant sur l'article de présentation de Jean-Jacques Rousseau, article dans lequel François Châtelet a livré l'essentiel de ses considérations rousseauistes, notre communication va se focaliser sur 2 grands points. Premièrement, nous tenterons d'élucider avec Châtelet la réception de l'œuvre de Rousseau dans l'Europe du XXe siècle. Ensuite, nous essayerons de la recentrer dans ses grands axes, allant de la politique à l'ethnologie, en passant par la science et la pédagogie, pour ainsi ressortir avec Châtelet la substance réelle de cette pensée transversale. Sachant que François Châtelet est un historien de la philosophie animé d'une volonté manifeste de restituer l'histoire, d'élucider le parcours de la civilisation occidentale et plus particulièrement l'évolution de la raison occidentale, il cherche donc à révéler la contribution de chaque auteur dans la construction de cet édifice. On peut le voir dans l'ouvrage intitulé « Une histoire de la raison », entretien avec Émile Noël, où le philosophe cofondateur et ancien directeur du département de philosophie de Paris 8 passe en revue les grands moments de la raison occidentale, partant de la Grèce classique jusqu'aux grands philosophes contemporains. Dans tout ce sillage, où la raison lui paraît être une invention occidentale, Châtelet introduit la philosophie de Rousseau comme une théorie de la nature humaine. Cette conception de l'homme moderne chez Rousseau va constituer un ensemble compact, interdisciplinaire, enfermant la politique, la science, l'éducation et l'ethnologie. Malheureusement, la réception de cette œuvre
dans l'Europe du XXe siècle semble ouvrir cette dynamique transdisciplinaire et unitaire, et particulièrement en France. Car au-delà des frontières françaises, l'œuvre de Rousseau aurait été considérée à sa juste valeur, selon Châtelet. Car l'entreprise de Châtelet consiste ici donc à balayer ces préjugés qui ont entraîné à des interprétations fausses de la philosophie de Rousseau. En termes plus clairs, Châtelet envisage d'inciter à une lecture de Rousseau qui montrerait peut-être pour quelles raisons et comment on a fait d'un des penseurs politiques les plus puissants, les réalisateurs et les Jacques Hermenonville, souffrent des torrents de larmes d'un certain romantisme. Qu'en est-il exactement de cette réception de l'œuvre de Rousseau en Europe du XXe siècle? Répondre à cette question soulève une énorme difficulté méthodologique de ma part, dans la mesure où l'article de Châtelet ne fait référence à aucun auteur de ces auteurs qu'il accuse ici d'avoir réduit ensemble la pensée philosophique de Rousseau, et qui, par ironie, l'aurait confondu à un cercle de littérature hypocondriaque. Face à cette difficulté, que glisse le texte de Châtelet dans sa tentative de réhabilitation du statut philosophique de Rousseau? Nous avons entrepris de consulter d'autres auteurs qui se seraient investis sur la même question que Châtelet, celle de la réception de l'œuvre de Rousseau en Occident au XXe siècle, afin de pouvoir élucider notre analyse en la reposant sur des références précises. Là encore, la tâche n'est pas non plus aisée, car la plupart des travaux que nous avons rencontrés ne relatent pas le positionnement de Rousseau dans la sphère pré-romantique. Par contre, nous avons eu affaire à des écrits qui tentent de classer Rousseau soit du côté des bons, soit du côté des mauvais penseurs de la tradition philosophique occidentale. C'est le cas, par exemple, des articles de Bernard Bruneteau et Tanguy Lamineau, qui retracent la réception de l'œuvre de l'auteur du contrat social au XXe siècle, et à l'intérieur desquels l'on peut voir un Rousseau incompris par bon nombre d'auteurs au point de le confondre à un théoricien du totalitarisme. Bruneteau mentionne par exemple que Karl Popper et Bertrand Russell ont qualifié la philosophie de la volonté générale comme une théorie de la dictature totalitaire, parce que la philosophie de Rousseau engloutit les droits individuels et les libertés dans l'océan de la volonté générale. Quant à Tanguy Lamineau, il affirme que l'œuvre du philosophe du contrat aurait essuyé du mépris jusqu'à une époque très récente, au point que des auteurs comme Lemaître, Faguet, Sélière en firent la source de tous les maux de la société. Les commentaires de Lamineau et Bruneteau renforcent donc la position de Châtelet, selon laquelle, depuis moins de 20 ans de recherche en France, la situation s'est profondément modifiée et qu'enfin, après les anglo-saxons et les allemands, on commence à rendre un des plus grands penseurs politiques qui ait été l'hommage qu'il requiert. Ainsi, Châtelet aboutit à l'idée que Rousseau est un auteur qui pense et critique son époque, sa société. Il critique une société fondée sur le mensonge, comme en témoigne ce passage de Châtelet. Dans l'article que je vous ai cité, il dit ceci: pour Jean-Jacques Rousseau, la civilisation qui prévaut en son temps et qui prétend être la civilisation même est celle des masques, des esquives, des fuites, bref, une civilisation mensongère qui a détourné l'homme de soi-même, cela même qu'il tente, à propos de ses propres problèmes, dans les confessions, une mise au jour des causes et des raisons du mensonge. Il l'entreprend à propos de la réalité sociale tout entière. Son enquête porte, semble-t-il, sur 3 thèmes principaux qu'il tient pour constitutifs de l'inauthenticité: la relation politique, la relation pédagogique, la relation juridique. Dès lors, comprendre la critique de la civilisation du temps de Rousseau par Rousseau, c'est interroger ce qu'il y a à dire sur la politique, la science, l'éducation et l'ethnologie. En politique, la théorie de Jean-Jacques Rousseau, selon François Châtelet, fait remarquer qu'il ressort une sorte de partialité dans la conception méthodologique du contrat social. En effet, on réduit la substance théorique de ce texte au problème du fonctionnement d'une société républicaine. Qu'en est-il exactement? Que le contractualisme de Rousseau
suppose et propose un régime politique fondé sur la souveraineté populaire où une place essentielle est accordée à l'État comme instrument du contrôle de non-domination d'un quelconque citoyen sur un autre. Mais d'après Châtelet, cette interprétation de la théorie politique de Rousseau laisserait de côté un questionnement essentiel et pertinent qui n'aurait pas trouvé de réponse pratique dans les régimes politiques actuellement existants. À ce propos, Châtelet écrit ceci: « On méconnaît le fait théorique que Rousseau a situé la question politique à sa racine, en établissant que le fondement de la légitimité n'a d'autre réalité que la volonté unanime du peuple. La préoccupation centrale du contrat social de Rousseau, selon Châtelet, est de problématiser sur le fonctionnement du système, sur le fonctionnement du système républicain, mais plutôt de penser en question les conditions de réalisation de la volonté générale. La préoccupation centrale du contrat social, disais-je, selon Châtelet, n'est pas de problématiser sur le fonctionnement du système républicain, mais plutôt de penser en question les conditions de réalisation de la volonté générale du peuple, en tant que celle-ci incarne la légitimité du pouvoir politique dans l'État. C'est dire pour Châtelet que le but de Rousseau n'était pas primordialement de la constitution d'une société républicaine, mais de parvenir à un questionnement polémique percutant. Son objectif était de trouver un élément permettant de critiquer efficacement l'ordre politique libéral de son temps. Cet ordre qui privilégie l'économique comme modèle approprié à la constitution de l'ordre social et politique. Pour Châtelet, ce modèle de gouvernementalité économique qui enracine le pouvoir politique sur la bourgeoisie en tant que classe sociale dominante et qui a pris de l'ampleur dans certains pays occidentaux comme la Grande-Bretagne, la France, au XIXe siècle, est la manifestation théorique d'une articulation logique entre l'économie et la politique. D'autant plus qu'il est largement inspiré des textes d'économistes et philosophes écossais et anglais comme Adam Smith, David Ricardo, Jean-Baptiste et John Locke, ces auteurs qui ont fait émerger le libéralisme économique et politique en soutenant que c'est de l'interrelation entre les intérêts individuels que naît l'harmonie sociale et que la souveraineté individuelle est le moteur de la souveraineté politique. Selon ces penseurs, au dire de Châtelet, le profit est leur préoccupation ultime. Ils estiment que la libre entreprise ou encore la concurrence est l'expression la plus haute de la liberté individuelle et qu'elle contribue inévitablement au progrès indéfini de richesse pour l'ensemble social. Il s'ensuit que chez ces penseurs, le libre-échange économique produit un système autorégulateur qui n'aurait pas besoin à ses côtés d'un appareil artificiel pour canaliser l'ordre social. Cette propension tenace du laisser-faire hyper-libéral sur la question sur laquelle Châtelet ne s'attarde pas assez dans son texte a induit un État minimaliste où la démocratie réelle, impulsée par la théorie contractualiste de Rousseau, n'a plus sa place. Car il s'agit désormais d'un modèle d'ordre sociopolitique fondé sur le profit plutôt que sur l'intérêt général. Or, la visée épistémologique de Rousseau paraît clairement se pointer aux antipodes de la philosophie libérale. D'après l'analyse de Châtelet, l'originalité de l'auteur du contrat social est d'avoir mis à nu les rapports antagonistes entre l'ordre économique et l'ordre politique. En science, en ce qui concerne la science, c'est dans le discours sur les sciences et les arts que Rousseau entreprend son analyse minutieuse du rapport entre les sciences et les arts et les mœurs. Châtelet montre d'ailleurs que la radicalité de la théorie politique de Rousseau dans le contrat social, dont le but était de rechercher les conditions qui amèneraient le peuple souverain à conquérir sa liberté en remplaçant la force menaçante du pouvoir illégitime par une société légitime, résulte des analyses menées dans le premier discours, c'est-à-dire le discours sur les sciences et les arts. Face à la question de l'Académie de Dijon, celle de savoir si le rétablissement des sciences et des arts avait contribué à épurer les mœurs, Rousseau va adopter une posture descriptive et critique. D'abord, selon Châtelet,
il relate ce qui s'est passé durant le siècle des Lumières, qui vantait l'hégémonie de la raison et qui s'est paradoxalement retrouvé sous la domination de la monarchie absolue, où les croyances traditionnelles ou les préjugés tiennent également le monde universitaire sous leur emprise. C'est donc une période obscurantiste en face de laquelle la nécessité d'impulser de nouvelles idées à travers l'Europe s'avère indispensable. Car c'est construire une rationalité tout à fait nouvelle dont le but serait de combattre l'ignorance, d'insuffler un progrès technoscientifique et de débouter les préjugés métaphysiques au profit de la science. Autrement dit, le salut de la civilisation occidentale se trouvait en puissance dans le progrès des arts, des sciences et des techniques. Il s'ensuit que cette idée a prétendument donné espoir à la bourgeoisie gouvernante du continent européen qui pensait qu'elle allait désormais sortir de son ankylose, c'est-à-dire de son manque de dynamisme ou de vitalité. Or, Rousseau considère qu'il n'en est rien, sinon une simple illusion que l'ordre social pourrait s'établir scientifiquement et ainsi se guérir de sa corruption due à l'oppression monarchique. Et le siècle suivant l'a très bien démontré, puisque la bourgeoisie avait conquis le pouvoir et s'est alors illustrée en contradiction avec l'idéologie libérale. L'idéologie libérale qu'elle avait encensée, croyant qu'elle allait guérir l'humanité de l'absolutisme monarchique. Montesquieu avait d'ailleurs soutenu cette thèse, pensant que le développement du commerce adoucirait les mœurs. D'après Châtelet, le XIXe siècle est marqué par un renversement dialectique de l'idéologie bourgeoise, de sorte que sa première thèse était devenue son antithèse. Cela veut dire que l'épuration des mœurs à laquelle devait contribuer la diffusion des Lumières, ainsi que l'idéologie progressiste, avait paradoxalement viré à l'institution du totalitarisme. C'est à cause de ce renversement dialectique que Rousseau avait annoncé que Châtelet trouve sa critique du progrès technoscientifique très originale, en ce sens qu'elle a préconisé dans le premier discours ce qui allait se passer. Châtelet dit ceci, je le cite: « Tout se passe comme si Jean-Jacques Rousseau avait prévu ce renversement, penseur de fin de siècle. Il a compris à quels excès totalitaires indifférents aux différences conduit nécessairement le fonctionnement prétendument scientifique et démocratique. » Cette originalité de la pensée critique de Rousseau à l'égard du progrès de la science n'est pas de nature à s'interroger sur la valeur de ce progrès, mais plutôt sur sa nature, son origine, son point d'application et ses conséquences. La question de la valeur du progrès scientifique importe peu et elle est absurde chez Rousseau parce que le progrès est impliqué par la nature humaine dès qu'elle se veut civilisée. A contrario, il faut plutôt se demander vers quoi, pourquoi et selon quelle finalité l'humanité progresse. C'est de ce point de vue qu'il transparaît clairement, comme le soutient Châtelet, que l'angle d'attaque de la critique rousseauiste du progrès technoscientifique évolue et change de trajectoire méthodologique en tant qu'elle devient une interrogation sur la fonction sociale de l'autorité scientifico-technique dans une société encline aux valeurs humanistes. Rousseau, en répondant donc à la question de l'Académie de Dijon, parvient ainsi à se démarquer de la méthode classique qui consiste à situer la science par rapport à la philosophie ou à la religion. Et c'est là son originalité. L'erreur fondamentale qu'il décèle sur le siècle des Lumières est la confusion qui règne entre les arts, les sciences et la vertu. En réalité, les sciences et les arts, au contraire, ont rendu possible un ensemble de vices tels que le luxe, l'orgueil, l'oisiveté, etc. Ainsi, la force de Rousseau réside dans le fait d'avoir anticipé sur les problèmes de notre époque. Les questions qu'il a posées restent d'actualité, si bien qu'on peut parler d'éthique de l'environnement aujourd'hui, on peut parler des problèmes de gaz à effet de serre, donc c'est des problèmes qui étaient déjà sous-entendus dans la critique de la civilisation technoscientifique de Rousseau. À la base de cette interrogation se situe le problème des dangers de la technique face à la nature environnementale et la place de l'homme dans cette nature. En définitive, Rousseau demeure un philosophe anticipateur.
d'après François Châtelet. En pédagogie, la mésinterprétation de l'Émile de Rousseau par certains auteurs laisse croire que ce texte est de pédagogie révolutionnaire, mais pour Châtelet, il n'en est rien, car le contenu est en déphasage avec la pédagogie si l'on s'en tient à la définition du mot. En effet, pour Châtelet, la pédagogie se définit comme l'ensemble des moyens définis et mis en œuvre par les adultes pour assurer une formation efficace et douce des enfants, tels que ceux-ci reproduisent correctement cela. Fin de citation. Cette définition montre que la pédagogie est une technique d'éducation des enfants. Elle n'est pas l'éducation en soi. De là, la pédagogie est une technique de formatage des esprits en vue de pérenniser un certain type de comportement et d'attitude dans la société. Pour Châtelet, l'Émile de Rousseau n'est pas un écrit pédagogique car il ne vise aucune révolution ou réforme. Rousseau ne donne pas de technique d'éducation à employer pour former un type spécifique d'homme. Cela signifie que la pédagogie est en elle-même révolutionnaire, puisqu'elle transforme la nature de l'esprit. De ce point de vue, Châtelet affirme qu'il n'y a rien de tel dans l'Émile, ni réforme, ni révolution, ni aucune pédagogie. L'Émile entreprend plutôt d'exposer une philosophie de l'éducation naturelle, c'est-à-dire une éducation qui se démarque de toute orientation prédéterminée. Rousseau, en ce sens, préconise une éducation à la liberté où l'on ne se rate pas à enseigner à l'enfant un contenu prédéfini, mais d'attendre le moment opportun pour se faire éduquer par la nature, c'est-à-dire le moment où les facultés nécessaires à la pleine compréhension des choses ont achevé leur formation. Le début du livre 1 de l'Émile montre de façon claire que Rousseau s'oppose à un ordre artificiel des choses, un ordre imposé par les appétits de l'homme, parce que cet ordre déforme les aspirations naturelles de l'homme. Il défend en revanche l'idée que l'homme doit délibérément opérer des choix qui correspondent à ses fins. Il est certain que l'ambition de Rousseau est de critiquer le système éducatif de son temps, une éducation entachée du dogmatisme de la religion, trouver un moyen d'affranchir le peuple de l'endoctrinement de la monarchie est ce qui caractérise le traité de l'éducation de Rousseau. S'il y a donc du révolutionnaire dans son texte, ce n'est pas du côté pédagogique, mais du côté purement éducationnel, selon Châtelet. La thèse de Rousseau consiste donc à séparer, à détacher l'éducation des enfants des chaînes de la monarchie absolue de son époque, qui embrigade les esprits dans un style de savoir dogmatique qui empêche l'ouverture d'esprit à la critique. Il faut alors donner aux enfants le temps de développer leurs facultés naturelles, leur entendement, afin qu'ils n'aient pas à se former des idées fausses, à se construire des préjugés tels que savait le faire la pédagogie religieuse du XVIIIe siècle. Châtelet fait donc de Rousseau un auteur anticonformiste. Il présente un Rousseau qui refuse de situer le former, l'enseigner dans le statut de la dépendance. Il réclame d'abord son émancipation préalable, d'après ce que dit Châtelet. L'Émile anticipe là sur les problématiques de l'enseignement contemporain, selon lui. Tout se passe comme si Rousseau soupçonnait déjà le fait que les institutions que la société produit dans le cadre de l'éducation tendent à se transformer en monstres, puisqu'elles créent des cadres de contestation qui se retournent contre elles-mêmes. Pour arrêter cette hémorragie, certains États utilisent la force pour réprimer les mouvements de contestation qu'ils produisent à travers leur propre système éducatif. C'est le cas par exemple de mon université d'origine au Gabon, où depuis un certain nombre d'années, depuis plus de 5 ans, l'université se trouve assiégée par l'armée parce que l'État veut éviter les mouvements de contestation d'étudiants ou de professeurs. Donc, c'est ce que Châtelet appelle une double production contradictoire, en ce sens que l'État produit lui-même un esprit de contestation qu'il va tout de même combattre. Cette double production contradictoire semble insurmontable,
inconciliable. Elle sous-entend les limites de la pédagogie en tant que système de production technique des modèles d'éducation qu'on monte de toutes pièces. C'est certainement en s'inspirant aussi de ce thèse de Rousseau qu'un auteur comme Ivan Illich était contre l'école. Il prônait plutôt la déscolarisation parce qu'il estimait que l'école formatait l'esprit et qu'elle embrigadait les enfants dans un système de comportement tout fait. C'est naturellement que l'enfant acquiert la capacité d'entreprendre chacune de ses actions. Ainsi, la parenté entre la philosophie de l'éducation d'Ivan Illich et celle de Jean-Jacques Rousseau apparaît clairement. Ils soutiennent tous deux une éducation naturelle débarrassée de tout encombrement pédagogique. Par conséquent, Rousseau est loin de demeurer un simple littéraire pré-romantique, comme l'avaient pensé ses commentateurs. En ethnologie, Châtelet rappelle les travaux de l'anthropologue et ethnologue Claude Lévi-Strauss, qui considère Rousseau comme le père fondateur des sciences de l'homme en général et de l'ethnologie en particulier. Pour Lévi-Strauss, Rousseau a posé les bases d'une critique radicale de la civilisation occidentale. C'est dans cette perspective qu'il s'est intéressé au récit des voyageurs, au rapport entre sauvagerie et civilisation, nature et culture, état de nature et sauvagerie. Dans Tropique et dans un article intitulé Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de l'homme, que Lévi-Strauss a présenté à l'Université ouvrière de Genève dans le cadre du 250e anniversaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau. Il montre que Rousseau a élaboré dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes sa théorie de l'état de nature, au travers de laquelle il parvient à distinguer l'homme sauvage de l'homme civilisé. L'état de nature rousseauiste n'est pas à confondre avec la sauvagerie, selon Châtelet. Il renvoie par contre à une hypothèse théorique posée en vue de présenter l'homme dans sa situation originelle, c'est-à-dire dans sa situation pré-sociétale. Autrement dit, l'état de nature, c'est l'état des hommes n'ayant pour seul lien que leur qualité commune d'être homme, chacun étant naturellement libre et égal à tous. De ce point de vue, l'état de nature, c'est la situation de l'homme avant l'avènement de la société des lois, de la société civile. Châtelet considère à ce type d'état de nature rousseauiste comme un concept limite, c'est-à-dire sur le plan purement idéal, qu'il convient de le situer. Il ne correspond à aucune réalité historique. Cela signifie que l'état de nature est posé comme un principe hypothétique, une fiction de l'imagination servant à représenter la situation de l'homme en dehors de la civilisation. Pour Rousseau, l'état de nature n'est pas la sauvagerie, elle caractérise au contraire la nature pure et abstraite de l'homme. Ainsi conçu, l'état de nature constitue un point d'appui théorique pour analyser et distinguer la nature et la culture, sauvagerie et civilisation. Pour Châtelet, les critiques que l'on fait à Rousseau à propos de sa conception de l'état de nature sont erronées, car elles ne tiennent pas compte du fait que l'auteur du discours sur l'inégalité pose là un principe théorique qui lui sert à mieux analyser la société de son temps. Rousseau se situe donc sur la même ligne que ses prédécesseurs anglais et allemands, Thomas Hobbes, Spinoza, John Locke, qui ont également abordé le concept d'état de nature. Ils l'ont eux aussi posé comme un principe théorique et non comme une réalité historique. La sauvagerie, en revanche, est une réalité historique. Elle est la manifestation de la barbarie. Par barbarie, entendons la désobéissance aux normes civiles. Pour Châtelet, les Occidentaux ont toujours considéré toutes les sociétés humaines qui ne rentrent pas dans les canons de leur civilisation comme des peuples sauvages, barbares. En d'autres termes, seul l'Occident est civilisé et non d'autres peuples. Rousseau est contre cette présomption qui ne laisse aucune place d'humanité à d'autres sociétés. C'est de là qu'est aussi née l'idée que la civilisation occidentale était la civilisation de l'universel. Cette posture voit à Rousseau le statut de penseur sauvage à l'intérieur de sa propre culture. Le régressiste révolutionnaire au sein d'un progressisme qui bientôt redeviendra un alibi.
En raison de cette position, Châtelet compare la révolution rousseauiste à la révolution copernicienne. Copernic avait défendu l'héliocentrisme selon lequel la Terre immobile constitue le centre de l'univers. Quant à Rousseau, sa révolution est un rejet de l'européocentrisme, c'est-à-dire le fait de placer l'Europe au centre de la civilisation, au centre de l'humanité. Cela sous-entend que chez Rousseau, il n'y a pas de civilisation supérieure à une autre, que toutes les civilisations se valent. On voit une fois de plus l'enchaînement de la critique de la civilisation occidentale déjà amorcée dans le premier discours. En critiquant donc le déni de la civilisation et de l'humanité à d'autres sociétés humaines, Rousseau a posé les bases de l'ethnologie en tant que science humaine et sociale qui cherche à fournir une théorie synthétique et explicative des cultures. Par conséquent, Rousseau est le premier des ethnologues, dans la mesure où il exprime la tragédie de cette civilisation occidentale qui se croit universelle et qui n'est qu'impérialiste. Car il est le premier philosophe de la modernité à fonder en critique le choc des civilisations. À ce niveau, Rousseau a su anticiper une fois de plus sur la guerre des cultures qui prévaut aujourd'hui sur la scène internationale. Sa critique de la civilisation européenne permet de comprendre de nos jours que l'Occident fait à lui seul l'universalisme au nom de ses propres valeurs qu'il veut imposer aux autres civilisations prétendument considérées comme sauvages. Ce que l'on peut retenir après toute cette analyse, c'est que François Châtelet, Rousseau est un critique de l'histoire de la civilisation occidentale dans tout ce qui la caractérise, que ce soit du point de vue politique, scientifique, pédagogique ou anthropologique, ethnologique. Il est le philosophe qui a su radicalement marquer son indignation face aux valeurs de pratique, face aux valeurs et pratiques sociopolitiques, économiques, éducationnelles et culturelles de son époque. Sa philosophie transversale recouvre presque tous les champs de la vie sociale. L'individu ou la dignité de la personne ne signifie rien tant que ses droits et libertés lui sont extérieurs. C'est-à-dire que celui-ci est soumis à l'emprise, est sous l'emprise de la domination d'abord monarchique, ensuite bourgeoise et enfin mondialisante. La philosophie sociale de Rousseau entreprend donc, selon Châtelet, de faire la promotion des valeurs humanistes et républicaines qui privilégient la liberté et l'égalité civile et politique des individus et des sociétés à long terme. Le Jean-Jacques Rousseau, révélé et réhabilité ici par François Châtelet, est donc un penseur complet de son temps et au talent prophétique dont l'œuvre reste incontournable jusqu'à ce jour. Je vous remercie.